Donc là, le but, c'est un petit peu de parler de ton parcours. Ça fait 2 ans déjà qu'on se connaît maintenant, je crois à peu près, hein. On a dû commencer ensemble fin 2020, donc un peu de faire une rétrospective. Donc déjà, pour commencer, est-ce que tu peux nous présenter Freecovery? Peut-être qu'il y a des gens qui ne connaissent pas encore Freecovery, le concept, voilà, d'où t'es parti, c'était quoi ton idée de départ et qu'est-ce que tu voulais développer? Donc du coup, je suis Guillaume Modelski, je suis le fondateur de Freecovery. Donc je travaille sur le projet depuis 3 ans. Freecovery, c'est une solution de récupération pour les sportifs à base de froid qui est totalement mobile, autonome et validé scientifiquement. C'est connu il y a un peu plus de 2 ans, effectivement. Moi, j'ai travaillé sur le projet. J'avais une problématique qui était la gestion du froid, parce que je viens pas du tout de la partie technique. Je viens plutôt de la partie commerciale et marketing. On est bien accroché. Moi, j'attache beaucoup d'importance à l'humain. Donc, tu avais pris le temps de m'expliquer, tu t'étais mis à ma portée en termes de vocabulaire, parce que moi, je n'aime pas l'air technique. Tu m'avais bien expliqué les différentes étapes. Et puis, on s'était commencé à se projeter en disant, voilà, c'est étape 1, on part de là, l'étape 2, étape 3. Et dans ma tête, je me dis, OK, il y a quelqu'un qui maîtrise, qui est en mode startup dans la gestion, donc qui va comprendre les problématiques, qui va pouvoir m'épauler, qui va pouvoir m'aider, et qui n'est pas juste là pour dire, OK, je te fais une prestation, ça s'arrête là, merci, au revoir, quoi. Je me suis dit, OK, on va pouvoir travailler sur le long terme. Et c'est hyper important quand on a une startup et qu'on n'a pas la compétence technique, cette fameuse brique technique. Et souvent, je te posais des questions et tu as su, on va dire, me dire non, Guillaume, ça, c'est pas le moment, fais comme ça, fais comme ça. Donc, soutien hyper important, je dirais, dans la réussite du produit, il faut être clair. Il y a plusieurs personnes à qui je dois, une réussite du produit, franchement, tu en fais partie, quoi. Que j'avais été incubé, donc la première question qu'ils me posaient, c'est qu'est-ce qu'il y a des chances fonctionnelles? Aucune, je ne sais pas ce que c'est. Ils me regardent avec des gros yeux. Les températures que tu vas appliquer sur le corps, aucune idée. Le froid, aucune idée. Mais je suis parti d'une cartouche de gaz, de poumon fléau et une chambre à air. J'ai dit, toi, ça fait du froid. Donc, j'ai appris à faire quelque chose de fonctionnel. J'ai appris la gestion du corps humain et température. Donc, j'avais cette partie-là. Sauf que le froid est très compliqué, en fait, à gérer. Donc, on a essayé de trouver des solutions. Mais là, on s'est heurté à, j'ai pas le matériel. C'est quoi le gaz? On s'est orienté à beaucoup de choses, en fait, de problèmes techniques. Et moi, j'avais besoin de solutions réelles. Ils étaient contents parce qu'ils se sont dit, OK, enfin, un cabinet d'ingénierie qui vient et qui a des choses basiques, très simples, mais qui avance étape par étape et on voit du concret, quoi. Donc, on s'est retrouvé avec une plaque, avec une grande bouteille. Et tu dis, OK, super, ça fait du froid. Je dis, ouais, c'est bien, de rien, je suis passé à une plaque, mais bon, il faut que ça s'adapte au mollet. Et après, on a commencé effectivement à affiner, à peaufiner. On avait fait parce qu'au départ, je devais faire d'une chaussette de froid avec de la compression dedans. On avait fait un prototype fonctionnel avec une chaussette de froid, une plaque. Et je me rappelle, j'avais pris une bouteille de gaz que j'avais pas ça, et j'étais voir Christophe Lemaitre quand il s'entraînait. Et là, tu m'as dit attention, attention, c'est un sportif pro, faut pas que ça lui brûle les mollets. Et moi, j'ai dit bon, écoute, on met, je me tiendrai à côté, au pire, j'arrête la bouteille, quoi. C'était le tout début. Et je me rappelle, Christophe l'avait essayé, c'est génial, j'étais revenu. Et là, tu m'as dit ok, on a quelque chose, mais c'est pas optimisé, c'est pas fonctionnel. C'est, on va dire, le tout début de l'aventure. Ok, le concept est pas mal. Et après, je t'ai revu, on s'est revu, dit ok, maintenant, comment on l'optimise? On a commencé à travailler effectivement sur les sangles, parce qu'on a une chaussette. On a gassé de piles, on a commencé à faire une courbe un petit peu plus parce que les sportifs, tu leur demandes, ok, moi les bras, il faut que ça s'adapte. J'avais fait tester ça des gens d'équipe de France. Le prototype noir, en fait, avec les sangles, ultra rigides. Et deuxième, effectivement, concept qu'on avait réussi. Pareil, on s'est amélioré. On me dit, ouais, mais attendez, on a commencé à se dire, ok, plusieurs fois INSEP, super, il faut une validation scientifique. Donc là, on a commencé, ok, mais comment on gère la température? Je me rappelle des retours aussi, ok, je mets une bouteille de 100 ml, mais le sportif disait, ok, mais en fait, t'es bien ton truc, mais en fait, ça s'arrête jamais. C'est 2 fois un quart d'heure, comment je le sais? Et je suis revenu vers toi. On avait réfléchi, on met des LED, on met pas de LED, on met chronique. Je dis, on va faire comme ça. On avait refait effectivement un prototype. Après, on a refait tester. Après, on avait un truc qui était assez sympa. On a commencé un petit peu à le faire tester en plusieurs clubs de sport. Et ainsi de suite. Mais on a pu, je dirais, avancer étape par étape. Et souvent, en fait, le rôle des incubateurs, les incubateurs te disent qu'il faut aller vite sur le marché, il faut vite un POC, il faut vite une campagne de funding. Et moi, j'aurais toujours dit non. Et c'est ce qui fait qu'effectivement, maintenant, on a un produit qui est super. On a fait passer du temps, en fait, beaucoup de temps.
et j'ai appris beaucoup de choses. Et même là, on parle effectivement de l'aspiration. Mais tu arrives par rapport à d'autres cabinets qui m'ont démarché après, même là au CES, qui me disent OK, moi je peux optimiser, je peux faire ça, je peux faire ça. Mais il n'y a pas le côté humain, il n'y a pas le côté OK, c'est très business. Beaucoup de cabinets sont très business. Bien sûr qu'il faut être business, mais toi, tu arrives à segmenter les étapes. Et à mon niveau, je parle pour moi, à me conseiller parce que je viens pas de là. Et c'est une valeur qui est hyper importante dans ce que je veux faire. Parce que ça va trop vite après. Et en fait, tout coûte de l'argent, en fait. Et c'est vrai qu'on se rend pas compte que c'est vite plus, etc. Et à un moment donné, toi, tu m'avais dit non, fais pas ça, parce que en fait, t'as pas de fonctionnalité. Et on anticipait déjà en disant ton produit va évoluer vers ça, on pouvait le précabler, etc. J'ai bien aimé aussi, ce qui était bien, c'est que tes collaborateurs, en fait, dans les divers services, ils sont super sympas. Dernière réponse rapide, je me rappelle une fois, j'étais parti, je fais l'étude scientifique, j'étais parti à Chambéry, au laboratoire de Chambéry. Je me rappelle, j'ai mis le produit, j'avais un bug, un truc qui n'allait pas. Je suis revenu te voir, c'était 6 heures du soir. Je suis retourné au laboratoire pour donner le produit. Parce qu'en fait, il y avait un petit bug, en fait, et il fallait que ça parte pour l'étude scientifique. Et je ne suis pas sûr que tout le monde puisse le faire, en fait. Nous, il y a beaucoup de gens qui viennent nous voir en nous disant « je veux industrialiser ». Tu dis « ok, tu veux industrialiser quoi ?» Et en effet, la réponse à ça, c'est « donne-moi un cahier des charges ». Donne-moi un cahier des charges, dis-moi si le produit il est rouge, il est noir, s'il y a une LED, deux LED, trois LED. Mais en fait, au démarrage, toi, tu avais un besoin, mais tu n'avais pas encore un produit. Ce que j'entends, c'est qu'il y avait plein de choses qu'il fallait l'affiner. Et pour moi, c'est une erreur de commencer par faire un cahier des charges. Tu te dis, mais non, là où tu as eu le bon réflexe, c'est de dire, il faut déjà que je commence à tester quelque chose. C'est le parcours un peu parfait de développer un produit. Et tu vois, dans ce que tu décris, c'est que tu te dis, en fait, j'avance de prototype en prototype. Et en fait, à chaque proto, j'apprends un peu, et à la fin, j'ai le produit. Et maintenant, je pense que maintenant, tu es capable de faire ton cahier des charges. Tu vois. Maintenant, tu es capable de dire, maintenant, le produit parfait que je veux, je le connais et je l'ai validé. Et c'est pas dans ma tête que je l'ai validé. Je l'ai validé auprès de mes utilisateurs, je l'ai validé avec mes tests terrain, j'ai validé avec les tests scientifiques. Mais tu vois, te demander un cahier des charges en démarrage de projet, moi j'ai l'impression que ça aurait été impossible ou tu aurais été à côté de la plaque. Tu vois. Je connais mon produit, je sais comment il fonctionne, les fonctionnements, etc. Et je suis capable de bien l'expliquer. Ce qui fait que c'est une véritable plus-value. Il y a des personnes pour lever des fonds qui sont venues me voir. OK, tu n'as pas une technique, tu ne comprends pas le produit. Non, vous n'avez pas compris. Je comprends le produit. Il faut faire ça. C'est géré comme ça, comme ça. Pourquoi pas ça? Parce que ça, parce que ça. Parce que tu me l'expliquais et je t'ai posé des questions. Moi, je connais des collègues qui ont des produits techniques, mais ils ne comprennent pas le produit, quoi. Ils vont expliquer en 10 lignes, mais si on rentre dans la technique, ils sont perdus. Voilà, donc celui-ci, il est hyper important. Tu vois. Et si tu n'as pas l'historique en tête, bah, en fait, ça, tu le perds. Et pour moi, c'est vraiment capital dans la vie de ton produit. Tu vois. Du coup, si tu te dis, bah, maintenant, je lance les moules, au moins, tu sais que tu peux partir confiant. Tu vois, tu peux te dire, bah, moi, mon produit, je n'ai pas d'incertitude. Je l'ai testé. On a fait plusieurs pré-séries. Tu vois, on n'a pas fait qu'un prototype. Pour moi, je me dis, OK, tu es au niveau de maturité qu'il faut. Maintenant, tu ne veux plus en vendre 10, 20, 50, mais tu veux en vendre 10 000. Bah oui, c'est évident qu'on ne va pas rester dans ce mode prototypage rapide et qu'au final, bah, il faut passer à une échelle industrielle et qu'il faut faire cette transition. Mais si tu le fais plus tôt, bah moi je pense que tu prends un gros risque et potentiellement tu fous des moules à la poubelle, tu fous des outils à la poubelle, tu fous des pièces à la poubelle et de l'argent et du temps. Et c'est surtout que le produit il évolue en fait. Tu vois, je me rappelle, on en a parlé encore, je crois, la semaine dernière. Je te dis, ouais, effectivement, on parlait d'application. Au départ, tu m'as dit, ouais, est-ce qu'on prévoit ce parti Bluetooth pour l'application? Je dis, non, non, je ne ferai jamais d'application. Puis la semaine dernière, je t'appelle, tu me dis, ah, tu t'en rappelles, Guillaume? Je dis, eh ouais. Donc, tu avais anticipé des choses qu'effectivement, nous, on ne voit pas. Et C'est-à-dire que c'était entre deux microcontrôleurs différents, il y en avait qui avaient le Bluetooth, pas l'autre. Et donc, du coup, on s'est dit, ouais, OK, tu me dis que tu n'as pas besoin du Bluetooth, pas de souci, je t'en mets avec le Bluetooth, mais je le désactive. Parce que j'étais à peu près persuadé que dans 6 mois, tu allais revenir vers moi en me disant, mais on ne pourrait pas mettre une application. Et là, j'allais être très content à ce moment-là de te dire, on a besoin de rien refaire. Parce qu'en fait, c'est déjà tout prêt, il y a juste un bout de soft à recoder. Et donc, j'étais assez content quand tu m'as appelé et que tu m'as dit, il faudrait prévoir une application. Je dis, ah, comme c'est étonnant. OK, chouette. Et du coup, aujourd'hui, là, il s'est passé plein de trucs. Tu as fait le CES, tu as fait Qui veut être mon associé, t'as fait... Là, ça a l'air de pas mal se précipiter quand même, cette histoire. Et
Et du coup, là, pour voir un petit peu dans les étapes d'après, c'est quoi en gros ce qui arrive là? Donc là, en gros, on va dire que techniquement, d'un point de vue marché, c'est super abouti. La carte électronique, elle marche, le système de dégazage, il Ouais. marche, ta com, elle est réglée. Tu vois, là, tu es en train de faire du buzz. Du coup, c'est quoi qui arrive? On est en train effectivement bientôt de lancer la phase moule, en fait. Tu es au courant d'ailleurs, on est L'industrialisation, en ouais. train effectivement l'industrialisation, etc. Et on travaille effectivement sur V1, V2, enfin des améliorations de produits, parce qu'en fait, il y a un produit, il faut toujours des améliorations. Et en fait, on fait les deux en parallèle, on essaie, donc on va faire la partie d'expression pour baisser les coûts, c'est cette partie-là. Et derrière, travailler sur la V1, la V2, des améliorations et d'autres produits un peu différents en termes de fonctionnalité, toujours sur la partie nomade, autonome et veillée scientifiquement, mais des évolutions de produits. Tu veux avoir une gamme, en fait. Toi, Euh, tu veux développer une gamme autour de la récupération. C'est ça c'est ça. ton idée. Du coup, là, l'industrialisation, c'est un peu la grosse phase. Tu vois, tout le monde a peur de l'industrialisation. Ça coûte cher, ça prend du temps. On parle de 6 mois, voire plus de boulot pour industrialiser un produit. Ouais. C'est-à-dire quoi? Pendant 6 mois, tu attends? Pendant 6 mois, tu vends pas? Ou... Temps effectivement d'avoir les moules, qu'ils soient fabriqués, qu'ils soient revenus en France, etc., les ajustements. On sait qu'on a pour 6 mois, un an. Enfin, entre je commande les moules et le temps de les faire qu'ils arrivent, justement. Tu m'as expliqué, c'est vrai que c'est à peu près 8 à 12 mois, mais on continue à vendre avec la Kousui le produit qu'on a et qui se vend très bien d'ailleurs. qui est plus cher que le produit final, mais qui te permet de quand même être positionné sur le marché et puis de répondre présent quand les gens veulent l'acheter, quoi. Ça permet aussi de valider un marché, de valider un chiffre d'affaires. Et c'est là où effectivement ça intéresse les fonds d'investissement ou autres en disant OK, on leur dit voilà, on voit le chiffre d'affaires, voilà ce qu'on fait. Derrière, avec votre investissement, on paye les moules, voilà la rentabilité. C'est clairement l'intérêt de cette étape, c'est de dire, OK, aujourd'hui, mon produit me coûte cher parce que je ne suis pas encore industrialisé, il me coûte X, mais si demain j'industrialise, il va me coûter Y, et donc du coup, mathématiquement, je viens de te prouver que je suis capable de le vendre dans mon temps. Donc en fait, Y fois le nombre que je vais vendre, ça va payer l'industrialisation. Sinon, après, voilà, il faut être dès le départ avoir beaucoup de sous, bien connaître et y aller. Je fais des moules dès le départ, mais après, il faut avoir énormément de sous, il ne faut pas se planter. Les petites boîtes, c'est comme ça qu'elles innovent. J'ai jamais vu de petites boîtes dire je fais un direct indus. Les petites boîtes en interne, quand elles développent un nouveau produit, elles testent, elles font un bout de proto, elles essayent, elles recommencent. Et en fait, l'important, c'est il faut pas rester en mode proto. Il faut avancer, que chaque proto ça s'améliore et se rapprocher de plus en plus de l'industrialisation. Mais tu commences toujours par faire un bout de proto. Les gens qui vont directement en indus parce qu'ils sont attirés par le mot rentabilité et puis ils sont persuadés que le produit va être un succès, souvent, bah, ils font des modifs. Il faut avoir l'air insolite quand tu as fait une industrialisation et qu'en fait, il faut tout péter le produit, il faut tout recommencer. Parce que le Mais, moule, potentiellement, le moule à 100 000 balles, tu le fous à la poubelle, tu recommences. Tu vois. Alors que le mais proto, c'est moins grave. En fait, moi, ce que je me suis aperçu, c'est que les grands groupes, même pas les grands groupes, hein, les boîtes qui commencent à être un peu conséquentes, en fait, ils perdent cette capacité à innover en interne parce que leur métier, ça devient d'être intégrateur et d'industrialiser. C'est-à-dire que leur métier, c'est d'optimiser. Concrètement, ils ont des milliers d'ingénieurs, ils optimisent les produits au pouillème près, quoi. Je veux dire, chaque centime est vraiment optimisé. Par contre, derrière, avoir des gens en interne qui sont capables de prendre une idée, tester et tout, on s'aperçoit qu'il y a beaucoup de boîtes qui ne savent plus faire ça parce qu'en fait, c'est plus leur métier. Et c'est pour ça, quand tu as des gens qui disent ah, mais moi, j'ai peur que je me fasse copier par un grand groupe et tout, tu dis oui, mais est-ce que le grand groupe, il est là pour prendre un risque à ce niveau-là? Est-ce qu'il va vraiment. Parce que toi, tu vas commencer, tu vas faire 100 pièces. Un Décathlon qui va lancer un produit, le premier batch, c'est 10 000. Et encore, c'est rien que pour alimenter les magasins. Donc, le risque, c'est pas le même. Et donc, du coup, c'est pas si facile pour eux de continuer à garder cette innovation qu'ont les petites structures. Tu vois. Et c'est un au final, métier. ça. Je veux dire, Ah ouais, quand tu sors une Twingo à moins de 10 000 euros, je veux dire, concrètement, il y a des optimisations de fous qui sont faites. C'est pas le même métier que de sortir un produit en 2 ans, de faire 100 pièces, de valider un marché en partant de zéro. Donc, nous, on s'en aperçoit, hein, des grands groupes, on en a de plus en plus en clients qui viennent nous voir justement en disant bah, en fait on n'arrive pas à innover en interne ou alors on fait des bouts de workshop mais ça va pas plus loin que des dessins ou des bouts de maquettes en mousse et en fait ils viennent un petit peu trouver de l'inspiration ailleurs et ça m'étonne pas du tout que tu me dises que au final c'est des grands groupes dans les marques de sport qui cherchent un petit peu à se rapprocher de startups en disant bah, eux ils savent innover, nous on s'est industrialisé, s'ils ont un produit pas con, nous le produit on va en faire une vraie machine à cash, tu vois. Aujourd'hui, tu as une problématique. C'est quoi ta problématique du jour, tu vois, sur laquelle je peux t'aider? Tu as une problématique vraiment qui te pose problème ou, c'est Kamoto à faire gérer la demande. De quoi? Bon, on en C'est a quoi? parlé, gérer la demande. On en a parlé tout à l'heure, c'est effectivement gérer la demande et voilà, c'est une problématique, voilà, parce que je vais chercher des clients, il faut gérer cette partie demande, optimiser
les coûts de cette partie, on va dire, coulée sous vide. Après, on en a parlé, mais ça, on va le travailler ensemble, quoi. Ouais, ce qui est sûr, c'est au final, en effet, toi, tu es un peu dans la position où il faut, tu vas avoir des précommandes, tu vas avoir de la Ouais, visibilité. ouais, En gros, du coup, tu es un petit peu dans cette position. Tu dis, je peux anticiper des commandes, mais d'un autre côté, si j'en anticipe de trop, bah, les protos, ils coûtent quand même cher, les pré-séries coûtent quand même cher à fabriquer. Et donc, du coup, bah, je ne peux pas en anticiper de trop et puis pas les vendre. c'est Mais ça. d'un autre côté, quand tu auras fait les préventes, bah, tu ne peux pas attendre 6 mois pour les lancer. Et ça, en fait, la bonne solution, c'est un petit peu de prioriser. Tu vois, il y a des pièces qui ne coûtent pas très cher et qui ont des délais d'approvisionnement qui sont longs. Tu as des pièces où tu sais que tu arriveras et que tu arriveras à les replacer. Et après, tu vois, il faut être un petit peu malin. Tu vois, il y a des choses où il y a des pièces méca. Concrètement, ce qui coûte cher, souvent, c'est les pièces méca parce que c'est de la coulée sous vide. C'est là où il y a du délai. Et en fait, c'est là où il faut se dire, OK, c'est quoi notre délai c'est quoi nos délais de réactivité là-dessus? Et sur les autres pièces, en fait, on est on est moins C'est coincé parce ça. qu'on a des délais d'approvisionnement qui sont plus courts. Et en fait, il faut juste être malin. Et après, en termes d'amélioration du prix, c'est pareil. Tu vois, à chaque proto, tu améliores ton produit, mais à chaque série, à chaque production, à chaque lot, on va améliorer un petit peu le coût, le temps de fabrication, les problèmes de montage. On va peut-être augmenter la taille du lot Et en fait, petit à petit, on arrive, tu vois, au bout de 2, 3, 4 séries, on arrive à améliorer le prix produit. Alors, on n'arrivera jamais à un prix industriel sans industrialisation, C'est mais tu sûr. arrives quand même à améliorer tout ça. Et ça fait partie du processus d'industrialisation aussi où tu montes en maturité sur ta gamme, quoi. Effectivement, on en avait parlé la semaine dernière. Je suis dans cette partie-là. Après, voilà, après, c'est pareil, partie que je connaissais pas, donc j'apprends, etc. On a échangé de conseils, etc. Donc ouais, faut apprendre. De toute façon, voilà, j'apprends tous les jours. Donc, je me lève Bon, bah, et c'est je bouge ma bête. c'est le but, c'est le principal. Donc, du coup, dans un an, on se retrouve et puis les moules sont finis, tu en fabriques 10 000 par an et puis c'est une affaire qui roule. Et ouais, non, moi, dans un an, parce que j'aimais bien aller à Las Vegas pour les matchs, dans un an, c'est un nouveau produit, enfin, un prototype d'un nouveau produit. Et puis, pareil, on fait un tour des popotes, OK, NBA, etc. Quoi, c'est annuellement, quoi, faire un tour des Par clubs. contre, tu m'invites parce que si tu vas avoir des Il matchs n'y de a pas de souci. NBA, C'est le bon dit, comme ça, tu feras la partie technique. c'est ça, c'est le support technique, c'est pour être sûr que le prototype il marche bien, il faut absolument que je sois là. Voilà, Donc, voilà, s'il y a un petit c'est bug et tout. c'est obligatoire. Ouais, ouais, c'est obligatoire. Vraiment, c'est obligatoire. Ok, bon, bah, chouette. Bah, écoute, merci en tout cas de ce retour. C'est hyper intéressant. Normal. Puis c'est top d'avoir pris ce temps-là parce qu'en fait, c'est hyper riche, tu vois. Mmh. Et c'est toujours, tu vois, on a toujours la tête un petit peu dans le guidon. On voit de l'intérieur, mais on voit jamais un petit peu de l'extérieur le client ce qu'il vit et puis Non, comment il le ressent. Donc, quand ouais. ça se passe comme ça, on est super content.